une chaîne TikTok, et ça devrait démarrer, je pense, d'ici une semaine, 10 jours. Hein. Après tout, c'est grâce à TikTok que l'excellent Călin Georgescu a failli emporter l'élection présidentielle en Roumanie, et s'il n'avait bien sûr pas été putsché par l'équipe infernale d'Emmanuel Macron. Et puisqu'on parle de la gauche française, de cette gauche bourgeoise que j'ai parfaitement bien décrite dans mon livre, le livre noir de la gauche française, et qui d'ailleurs chaque jour en France nous montre que j'ai eu raison d'en tirer je dirais la substantifique moelle, et notamment le côté antisocial qui caractérise la gauche française. Et là on le voit dans la mise en place des ZFE, et donc c'est pour ça que je voulais souligner que, et je le dis d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai repris notamment les tweets de Guillaume Bernard, l'excellent Guillaume Bernard, et puis il y a également un autre homme politique, c'est Laurent Jaoul. Je vous conseille de le suivre sur Twitter également, parce que ils veulent faire en sorte d'organiser le cas échéant, si jamais l'amendement donc qui a été d'ailleurs voté au Parlement ne passe pas au vote final, eh bien de relancer sans doute le mouvement des Gilets jaunes. Il faudra en passer par là, puisque une fois de plus, en fait, c'est la gauche bourgeoise, hein, c'est cette caste bourgeoise infâme, donc qui est composée, en gros, par les écologistes, une partie du macronisme, mais là, on a l'impression qu'ils ont peur, donc une partie a voté pour l'amendement en question, et puis sinon, c'est la France insoumise, ce sont ces bourgeois qui ont besoin d'un côté de leur sans-culotte, hein, il n'y a pas de bloc bourgeois régnant sans les sans-culottes pour terroriser la population, et puis en même temps ils ne veulent pas donc des classes moyennes qui circulent dans leur quartier, ça les ennuie parce qu'ils sont trop pauvres par rapport à eux, hein, par rapport aux multipropriétaires millionnaires Mélenchon. Qu'est-ce que c'est que ces classes moyennes, c'est les seuls qui ont droit d'aller, ce sont leurs domestiques et puis les livreurs Uber. Ça, effectivement, ceux qu'ils ont fait venir en masse depuis des années pour les servir, ceux-là peuvent avoir accès pour leur livraison au quartier de la grande bourgeoisie de gauche française. En revanche, pour le prolo, pour le travailleur, et non, lui non, faut qu'il reste en dehors parce qu'il sent mauvais. Donc voilà, donc c'est cette gauche bourgeoise, encore une fois, c'est telle qu'elle est depuis 1789. Hein. C'est ce que j'ai décrit dans mon livre. Donc si vous voulez comprendre ce que c'est que cette histoire de ZFE, en fait, ça rentre là-dedans. Il vous déteste, peuple français, la gauche bourgeoise vous déteste, et elle est la gauche française. Hein. Il y a quelques petits partis de gauche ultra minoritaires que je vais pas nommer pour pas leur faire de tort, mais ils représentent rien. La réalité de la gauche française, c'est ça. C'est Gérard Larcher, c'est Jean-Luc Mélenchon, et ils vivent à vos crochets depuis des dizaines d'années. Ils ont bien l'intention de continuer, et d'autres arrivent pour prendre leur place, comme Jordan Bardella, qui rêve d'être Premier ministre alors qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a pas un seul diplôme. Donc voilà, la seule chose qui reste, c'est de sortir dans la rue. Donc c'est le moment de sortir le gilet jaune de la naphtaline, parce que ça pourrait être utile. Donc c'est le 6 juillet, si j'en crois Laurent Jaoul. Alors je crois pas qu'il ait de parti politique affilié d'ailleurs, ça doit être divers droite, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il fait de l'excellent travail. Un autre aussi qui fait de l'excellent travail, c'est Florian Philippot, avec ses manifestations régulières. Donc il s'est battu contre le covidisme radical, et maintenant il se bat également contre le parti de la guerre en France, c'est-à-dire la totalité du Parlement français. Et donc il fait une manifestation, alors c'est 14 places du Palais Royal ce samedi. Voilà, et on m'a demandé de retransmettre l'information. N'hésitez pas, c'est des combats qui valent le coup d'être menés, hein, contre les ZFE, contre la guerre d'Emmanuel Macron, soutenu par la totalité du Parlement français. Voilà, c'est une bonne occasion. Donc samedi 14h, place du Palais Royal. Et pour comprendre ce qui se passe, bien sûr, abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde, parce que c'est le seul magazine de géopolitique qui propose ce genre d'analyse, hein, notamment l'excellent Laurent Ozon, qui est toujours très précis sur les causes et les conséquences, sur la manière dont la société française évolue, la manière dont on veut la faire évoluer, ceux qui sont coupables en fait de ces évolutions contre nature, et ceux qui finalement en sont les victimes, et notamment encore une fois son analyse de l'immigration et de la colonisation est tout à fait précieuse. J'en avais déjà parlé dans mon dernier bulletin. Donc voilà, informez-vous, abonnez-vous à Géopolitique Profonde. Ce qui m'a plu cette semaine, alors il y a deux choses qui m'ont plu. Une fois n'est pas coutume, c'est sur LCI, c'est l'interview de l'ambassadeur Orlov que j'avais eu l'occasion de rencontrer, qui m'avait invité quand j'avais sorti mon premier bouquin. Ça devait être en 2015. Voilà, Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée, et donc là il a donné une interview à Darius Rochebin, une très bonne interview. En plus il est très poli, maîtrise parfaitement le français, et surtout il dit avec
et des choses très calmes, des choses évidentes. C'est que, par exemple, l'Occident a perdu la guerre contre la Russie. Que même si jamais tout d'un coup Emmanuel Macron, Keir Starmer trouvait un trésor, le temps de remettre en place un complexe militaro-industriel, de reconstruire une armée, ça prendrait des années et des années. Donc ça n'aiderait pas l'Ukraine dans la catastrophe militaire qui est en train de s'annoncer, qui pourrait très bien avoir lieu d'ailleurs en 2025. Ça, on va voir, ça va beaucoup dépendre des Américains. Donc si vous n'avez pas vu cette interview, ça a beau être sur LCI, ça vaut la peine. Et Darius Rochebain est pas trop mauvais. La deuxième chose qui nous a plu, c'est un article dans le journal Corriere della Sera, et donc donc un article qui explique ce que Stratpol explique depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'il vaut mieux accepter les conditions russes maintenant, y compris la perte des 5 nouvelles régions, donc Crimée, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, parce que si jamais cet accord n'est pas accepté suffisamment rapidement, les ambitions de Vladimir Poutine et de la Sainte-Russie pourraient s'agrandir au fur et à mesure d'ailleurs que l'armée russe progresse dans la région de Kharkov, on va en parler sur la carte militaire, dans la région de Dniepropetrovsk, elle n'y est pas encore, mais normalement dans les semaines qui viennent, elle devrait y être. Donc petit à petit, tout d'un coup, d'autres horizons vont se présenter, d'autres pertes de territoire pour le régime de Kiev, et puis tout ça pourrait très bien se terminer à Odessa. Donc c'est ce que décrit d'ailleurs avec une carte très intéressante que encore une fois je ne renierai pas. D'ailleurs sur l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, si vous pour ceux qui l'ont acheté, pour ceux qui l'ont lu, il y a une petite carte tout au début. Donc il y avait la ligne de front, ce que les Russes avaient déjà conquis donc il y a 1 an, donc depuis évidemment il y en a eu beaucoup plus, et puis les prétentions possibles de la Russie. Et finalement c'est cette carte qui est produite par le Corriere della Sera. Et donc c'est intéressant qu'un journal de grand tirage, je ne sais pas trop quelle orientation politique il a, mais comprenne l'enjeu. Et donc c'est-à-dire que si en face on avait des acteurs rationnels qui admettent que la guerre est perdue, si on avait autre chose que Zelensky qui sait que le jour où la guerre s'arrête, il va dégager, eh bien la raison voudrait qu'on accepte les conditions tout de suite de Vladimir Poutine pour essayer de sauver ces 4 régions qui pourraient être encore prises par la Russie. Je vous dis, personnellement, moi j'espère que l'armée russe ira à Odessa, mais visiblement, Vladimir Poutine est dans une approche plus pacifique et compte sur la dénazification. Donc il suivra évidemment la réunification officielle de ces 5 territoires. Et pour, naturellement, si vous dénazifiez Odessa, naturellement, elle reviendra une ville russe. Hein. C'est une ville où on parle russe. D'ailleurs, même les bandéristes à Odessa sont désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à dérussifier la ville, pas plus que Staline n'a pu le faire, ni à Kharkov, ni à Odessa, ni à Nikolaïev. Encore une fois, j'ai expliqué tout ça dans Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques et quelque chose qui ne pourrait jamais arriver en France, puisqu'on est à peu près dans le phénomène inverse. Eh bien, la Russie a découvert que dans le budget 2024, il y avait un excédent c'est l'équivalent de 3 milliards de dollars. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le budget russe. En fait, ces équivalents, c'est l'argent qui a été prélevé notamment sur les entreprises étrangères qui voulaient partir. En fait, aujourd'hui, si vous voulez partir, les Russes mettent des conditions. Donc, à cause des sanctions, les Russes mettent des conditions extrêmement strictes, et donc vous devez payer, vous vendez vos actifs, vous les bradez, en plus vous devez payer pour sortir. Donc tout ça a rapporté plus d'argent. Il y a aussi des impôts qui ont mieux rapporté que d'autres. Donc ça, voilà. C'est pas 3 milliards, c'est pas non plus pour la Russie, pour l'Ukraine, c'est magique, mais pour la Russie, c'est pas grand-chose. Mais cela dit, c'est intéressant de voir ce qui se passe quand un pays est mal géré. On génère des excédents dans le budget, dans le prélèvement des impôts. Se tenait cette semaine à Mourmansk le forum de l'Arctique, donc c'est une zone, on en a déjà beaucoup parlé, on a fait une vidéo sur Stratpol, on a fait une dans l'échiquier mondial, on décrit donc tous les enjeux, à la fois énergétiques, des chiffres qu'on a sont assez impressionnants, ce serait 25% des réserves d'hydrocarbures, de ressources rares mondiales. Et également, c'est la route maritime du Nord, donc qui passe le long des côtes russes et qui permet d'économiser, de ne pas passer par le canal de Suède, qui est sous le feu des Houthis en ce moment, et de gagner 15 jours de toute manière par rapport à ce canal de Suez. Et donc c'est également donc beaucoup de ressources, comme on l'a dit, et c'est ce qu'a expliqué Vladimir Poutine puisqu'il est intervenu. On a également eu Alexei Tchekounkov, de notre ministre russe francophone préféré. Alors moi je n'étais pas à un moment je n'ai pas pu l'interviewer, mais c'est lui qui est chargé de l'Extrême-Orient et de l'Arctique. Les enjeux sont colossaux, c'est aussi des occasions de coopération. Vladimir Poutine est revenu sur le fait d'organiser cette exploitation de manière commune. D'ailleurs, non seulement il y invite
invite les États-Unis, le Canada, enfin tous les pays riverains, mais également l'Inde, la Turquie, le Vietnam. Hein, c'est un espace qui peut être un espace de développement commun. Vladimir Poutine est revenu sur la question du Groenland en disant c'est une question qui concerne le Danemark et les États-Unis. Le projet d'annexion de Groenland par Washington ne date pas d'aujourd'hui, il date de l'après-guerre. Enfin, tout ça a été, une fois de plus, expliqué par Vladimir Poutine, qui comprend l'importance de l'histoire, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des élites macronistes qui de toute manière ne la connaissent pas. Et ce qui est aussi intéressant, et ça je pense qu'il faut le rappeler, c'est qu'il y a un gros potentiel de développement commun énergétique entre la Russie et les États-Unis. Et c'était déjà le cas au début des années 2010. Et d'ailleurs, il y avait eu un grand avancement des projets entre Rosneft. Rosneft, c'est une des plus grandes sociétés, peut-être même la plus grande société d'État russe, donc c'est elle qui a récupéré les actifs de Yukos qui avait été piraté par l'ex-oligarque Khodorkovsky qui aujourd'hui est réfugié je sais pas où en France ou en Angleterre, et donc c'est un gros acteur pétrolier et même gazier maintenant russe, et donc il y avait des projets d'exploration en commun avec ExxonMobil, et c'était allé très loin. Et donc des choses avaient été signées, précisément en Arctique, précisément en mer de Kara, jusqu'à ce qu'il y ait 2014 les sanctions. Rappelez-vous, les sanctions qui sont prises en 2014, après que l'armée ukrainienne a détruit le Boeing MH17, en faisant accuser les Russes, alors que c'était totalement impossible que ce soit les Russes. Encore une fois, je suis revenu dans mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Eh bien, sous ce prétexte-là, on avait mis 3 sanctions contre la Russie. Donc c'était l'interdiction de refinancement pour les institutions financières à plus d'1 mois, c'était la fin de tous les programmes militaires. La troisième donc catégorie de sanctions, c'était le transfert de technologie pétrolière qui permettrait à la Russie d'exploiter du pétrole donc dans des zones un peu compliquées, notamment ExxonMobil maîtrisait et maîtrise toujours l'analyse en 4 dimensions, donc des couches géologiques où se trouve le pétrole, y compris bien sûr en profondeur sous l'eau. Donc c'était évidemment des technologies dont la Russie avait besoin, et ce qui a ralenti son développement. Ça ne l'a pas définitivement empêché, mais ça l'a ralenti. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que Donald Trump, lorsqu'il arrive, donc il gagne les élections en 2016, il arrive au pouvoir en début 2017, et son premier ministre des Affaires étrangères, donc aux États-Unis on appelle ça le secrétaire d'État, eh bien c'est Rex Tillerson qui était un des patrons de ExxonMobil et qui visiblement avait été nommé à ce poste-là pour essayer de trouver un moyen de reprendre la coopération avec la Russie. Alors il avait échoué, d'ailleurs il avait été remplacé en 2018 par Bolton, donc qui était un néocons fanatique, assez stupide d'ailleurs, et donc visiblement là encore une fois c'était le problème du premier mandat de Trump. On espère que ce ne sera pas le problème de son second mandat, c'est qu'il n'avait pas pu se débarrasser des néoconservateurs et de la pression qui était faite contre lui. Mais là, si jamais il arrive à tenir bon, eh bien, il pourrait y avoir de nouveau entre la Russie et les États-Unis des exploitations communes des ressources colossales qui se trouvent en Arctique. Hydrocarbures toujours, un article intéressant dans Bloomberg qui rebondit sur d'autres articles dont on avait déjà parlé dans nos autres bulletins, ce qui disait notamment, ce qu'on avait déjà dit, c'est que finalement le gaz était plus rentable pour les producteurs américains que le pétrole de schiste, parce que le pétrole de schiste coûte cher à l'exploration et à la production, et surtout, et que effectivement il faut un baril un prix élevé, je crois que c'était autour de $70, donc c'est ce qu'explique l'article, et donc c'est pour ça que l'article est très critique vis-à-vis de Donald Trump, qui veut à la fois augmenter la production et obtenir une énergie pas chère. Rappelez-vous, Donald Trump veut développer de l'intelligence artificielle, du minage, tout ce que vous voulez, du bitcoin, et donc pour ça, il faut beaucoup d'énergie, et lui, il veut l'énergie pas chère. Le problème, c'est que si l'énergie est pas chère, comme l'extraction, alors moins maintenant, comme on l'a expliqué la dernière fois, du gaz, mais surtout du pétrole coûte cher, le pétrole de schiste coûte cher, eh bien, il lui faut quand même un baril à un certain niveau. Donc voilà, il est coincé, et ça, nous, on l'avait dit dès le début, on avait souligné les contradictions entre ce que déclare Donald Trump et ce qu'il peut faire vraiment. Et visiblement, et c'est ce que dit Bloomberg, les producteurs de pétrole de schiste américains ne sont pas contents de la politique qui est annoncée par Donald Trump. Ils ne veulent pas investir si le prix du pétrole est trop bas. Alors que pour l'Arabie Saoudite, pour la Russie y compris, je crois que la Russie, le prix à partir duquel en fait elle gagne plus d'argent qu'elle en a besoin pour son budget,
c'est $64 le baril. $64 le baril. Tout le reste part dans le fonds du bien-être national et le budget russe est parfaitement rempli. Selon la projection qui est faite par le ministère des Finances russe. Et avec le pétrole de schiste américain, on en est loin. Donc là aussi, Trump va devoir prendre des décisions. En tout cas, il a pris une décision, c'est vis-à-vis des voitures européennes qui viennent de se prendre 25% de taxes, donc ça concerne essentiellement les voitures allemandes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme nous, on ne produit plus rien en France, on est à moins de 10% du PIB, c'est de l'industrie, ça ne nous touche pas. On ne vend pas de voitures aux États-Unis. Alors, peut-être nous vendre quelques Peugeot, quelques Renault, je ne sais pas, mais visiblement, on n'est pas dans le tableau, dans le top 5. Donc, c'est bon, c'est bien triste pour les voitures allemandes, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que ça va donner aux États-Unis? Personne ne le sait. Parce que là aussi, ça va provoquer une inflation extrêmement difficilement contrôlable. Maintenant, c'est peut-être aussi un peu à la Trump, c'est-à-dire il met 25% et puis il va négocier pour des transferts d'usines qui ont déjà commencé. D'ailleurs, l'industrie allemande, elle est déjà, c'était le but des sanctions de Joe Biden, c'était de désindustrialiser l'Europe pour industrialiser les États-Unis. Finalement, Joe Biden a déjà commencé ce que Donald Trump veut faire, donc il s'agit sans doute de quelque chose comme ça. Et on apprend dans Bloomberg que l'Ukraine va devoir importer massivement du gaz européen. Alors c'est-à-dire du gaz, ça peut être du gaz russe, du gaz américain, du gaz norvégien, voilà. Ça devrait arriver par les tuyaux slovaques, j'imagine. Donc ça, c'est le résultat de la décision stupide de Zelensky d'arrêter le transit du gaz par l'Ukraine, puisque par conséquent, les Russes ont détruit les infrastructures gaziennes ukrainiennes. Et donc, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense que les Russes ont accepté, à partir du 18 mars, une trêve de 30 jours sur les attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. C'est qu'en fait, le boulot est déjà fait, notamment sur le gaz. Politico-diplomatique maintenant, et la grande nouvelle de la semaine, et vous l'avez vu, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une coupe de champagne, ça m'a été suggéré par un de mes abonnés sur le compte Twitter, Stratpol, de remplacer mon mug par une coupe de champagne, et puis ça explique également évidemment la vignette, 25 ans déjà, pourquoi? Eh bien le hasard a voulu que j'ai atterri à Moscou le 26 mars 2000 pour m'y installer définitivement le jour où Vladimir Poutine est devenu président de la Russie. Voilà, et donc il était déjà en fait au pouvoir d'une certaine manière puisqu'il était Premier ministre. Et donc il avait été donc chef du FSB, ensuite Premier ministre, et au nouvel an 1999-2000, eh bien Boris Yeltsin, son prédécesseur, annonce qu'il se retire et qu'il propose Vladimir Poutine comme candidat. Et Vladimir Poutine est auréolé notamment de la victoire lors de la deuxième guerre en Tchétchénie. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose entre le peuple russe et son chef. Et ce qui fait que, eh bien, il est encore là. Et moi aussi. Avis aux conspirationnistes, tout était prévu. Et donc pour revenir sur ces 25 ans, sur ce quart de siècle de Vladimir Poutine, eh bien ce qu'il a fait est tout simplement incroyable, admirable. La première chose, ça a été de redresser l'économie. En fait, l'action de Vladimir Poutine, avant tout, elle est économique. Donc des réformes économiques de simplification avec une baisse de l'impôt sur le revenu, avec une flat tax de 13%, avec un allègement des impôts sur les sociétés. Donc c'était très économie de marché, on peut même très libéral du point de vue économique, et ça a immédiatement marché parce que les entreprises qui ne payaient pas leurs impôts, qui fuyaient le fisc, c'était un véritable enfer, petit à petit se sont mis à payer les taxes, à payer les impôts, etc. Donc là, les recettes fiscales ont augmenté. Vladimir Poutine a également bénéficié d'une augmentation des prix du pétrole, mais au lieu de voler l'argent comme l'avaient fait ses prédécesseurs, eh bien, il a remboursé la dette du Club de Paris. Il faut s'imaginer la Russie il y a 25 ans, c'était un pays surendetté auprès de ce qu'on appelait le Club de Paris. En quelques années, la Russie a remboursé ses dettes, et puis elle bénéficiait en fait encore de l'existence d'un tissu industriel soviétique qui n'était pas très moderne, mais avec la dévaluation du rouble qui avait été provoquée en 1998, eh bien, ça a retrouvé de la compétitivité. Et puis, comme on le voit aujourd'hui, les entreprises ont commencé également à investir dans leur outil. La Russie était très ouverte. Tous les grands industriels du monde entier, occidentaux, mais également japonais, asiatiques, sont venus investir en Russie. La France était au premier rang, Total est arrivé, il y est toujours, espérons qu'il y reste. Il y avait Renault qui est devenu le premier producteur de voitures
en Russie, il y a eu Peugeot qui a son usine, il y avait eu Legrand, Schneider, enfin tous nos Michelin, qui a une usine qui est pareil, ils sont partis, eux, eh bien ils sont venus, ils avaient fait le bon choix, ils avaient été audacieux et ils avaient bien raison de l'être. Tout ça a été détruit comme d'habitude par la gauche française, celle de François Hollande, puis celle d'Emmanuel Macron. Donc tout ça a bien fonctionné. Il y a eu cette transition donc en 2008 qui voit l'arrivée de Dmitri Medvedev, donc qui était Premier ministre et qui devient président, et qui 4 ans après redonne la place à Vladimir Poutine parce que il était très peu populaire, enfin en tout cas beaucoup moins populaire que Vladimir Poutine, parce que déjà il s'était pris la crise de 2008, ça a marqué le premier ralentissement, le premier choc économique pour la Russie, mais qui a plutôt bien résisté, mieux que les Occidentaux d'ailleurs en général. Et également, c'est cette séquence où la Russie comprend je pense qu'il n'y a rien à faire avec les Occidentaux. Et il y a eu tout d'abord le discours de Munich, parce que, rappelez-vous, 2003, 2004, c'est les révolutions de couleur en Géorgie, c'est la première révolution de couleur en Ukraine. Et puis ensuite, c'est la Libye, et puis c'est le début des opérations de déstabilisation en Syrie, en soutenant comme d'habitude les islamistes. Donc à partir de là, je pense qu'il y a une prise de conscience non seulement de Vladimir Poutine, mais Dmitri Medvedev, qu'à l'époque on accusait d'être un libéral né. Alors quand on le voit maintenant, ses prises de position, on voit évidemment que c'était absolument pas le cas. C'est ce que nous avions dit à l'époque. Il n'y avait pas d'opposition entre Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine. Ça, je dirais, c'est un peu la phase intermédiaire. Donc, c'est les 4 ans de Medvedev. Vladimir Poutine revient. Amélioration encore du système économique, numérisation. Ça, c'est ce à quoi on a assisté depuis ces 10 dernières années, notamment plus tard avec l'arrivée de Premier ministre Mishustin, qui est vraiment l'homme de la numérisation et de l'efficacité. Hein. C'est le Doge d'Elon Musk, mais avant l'heure. Et cette idée qu'on va mettre un ordinateur entre les citoyens et les administrations pour éviter cette corruption qui agaçait profondément les Russes, qui moi m'a agacé, c'est-à-dire que pour n'importe quelle démarche administrative, eh bien vous êtes obligé de donner un petit pot de vin, de prendre un cabinet de consultants. Aujourd'hui, tout ça n'est absolument pas nécessaire. Tout est réglé par une application et tout fonctionne de manière remarquable. Hein. Moscou tire vraiment tout ça vers le haut. Quand on a eu affaire à l'administration à Moscou et celle à Paris, je peux vous dire que c'est un autre univers. Mais c'est absolument pas comparable. Il faut le voir pour le croire. Et donc Vladimir Poutine revient en 2012 et en 2014, c'est Maïdan. Et ça, l'histoire nous a démontré que c'est vraiment la grande bascule, c'est-à-dire que l'administration américaine de l'époque, à l'époque c'était Obama, n'est pas satisfaite, c'était toujours Victoria Nuland d'ailleurs, n'est pas satisfaite du choix démocratique des Ukrainiens et donc organise un coup d'État en Ukraine, qui va avoir des conséquences que l'on voit aujourd'hui, provoquer une guerre civile. C'est une fois de plus une trahison des Occidentaux, notamment de la France socialiste et de l'Allemagne, puisque les accords de Minsk ne seront pas respectés délibérément, comme l'a reconnu François Hollande et Angela Merkel. Et donc dans ces accords de Minsk, d'ailleurs je vous conseille de me suivre sur X, de suivre X sur Stratpol, parce que j'ai fait un tweet où on reprend le détail des accords de Minsk. Alors qu'en fait, les accords de Minsk sont quelque chose de très précis, et donc j'ai mis sur X le lien avec le site internet des Nations Unies, puisque là, il y a eu la résolution 2202 qui est prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Allemagne à l'époque et l'Angleterre, et qui donc normalement aurait dû forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk avant le 1er janvier 2016, ce qui n'a évidemment pas été fait. La Russie a été patiente, elle a attendu jusqu'en 2022, et après évidemment elle a sanctionné. Et donc ça évidemment c'est le grand tournant, c'est le coup d'État de Maïdan et la mise en place d'un système de persécution, de dérussification donc de ces territoires qui sont historiquement russe, hein, rappelons-le. Donc ça a été évidemment une période extrêmement dure, extrêmement importante, mais en même temps, grâce aux sanctions, la Russie a pu se moderniser, devenir la première puissance agricole, devenir à partir de 2021, et je parle des chiffres, encore une fois, du FMI et de la Banque mondiale, la 4e puissance économique. Hein. Si vous vous rendez compte, et c'est là-dessus que je vais conclure ce petit aparté, parce que finalement, ce qui est le plus impressionnant, à mon avis, avec Vladimir Poutine, c'est moins le redressement de l'armée russe, le retour de la fierté russe d'être ce qu'on est, le fait que l'État
l'État russe a survécu dans ses frontières, il les a même élargies, c'est le paradoxe de Maïdan, mais ce sont les réformes économiques, c'est-à-dire que vous prenez la Russie de 2000, quand j'y arrive, du 26 mars 2000, qui est endettée, comme j'ai dit, au Club de Paris, dont le PIB, que ce soit en parité de pouvoir d'achat ou en nominal, ne représente rien, en 25 ans, Vladimir Poutine en a fait la 4e économie au monde. Donc c'est extrêmement impressionnant. Je pense que c'est le plus grand homme d'État que la Russie n'a jamais eu. Il est comparable chez nous à, je sais pas, Louis XIV, le général de Gaulle. Sur certains côtés, d'ailleurs, Napoléon Bonaparte Poutine, comme quelqu'un d'ailleurs l'a écrit, et qui comparait fort justement ce moment où Bonaparte relève de l'anarchie l'État français et la France, et avant qu'il devienne évidemment empereur, où là c'est l'hubris. Donc voilà, c'est un homme politique exceptionnel. On le compare également au général de Gaulle, mais heureusement pour la Russie, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait 48 ans, ce qui lui a permis de durer, d'avoir un grand projet un peu à la chinoise, alors que le général de Gaulle, lui, il était né en 1890, lorsqu'il arrive au pouvoir en 58, on voit que c'était pas la même, il est quasiment 70 ans, donc on n'était pas dans la même perspective. Et également, contrairement au général de Gaulle, lorsque Vladimir Poutine arrive en Russie, il n'a pas affaire à des forces vicieuses et nuisibles et toxiques qu'on a pu observer en France, qui s'appelle la gauche bourgeoise, ce que j'ai appelé la gauche bourgeoise, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir même avant 1789, mais qui l'ont toujours gardé avec leurs mœurs dépravées, leurs mensonges, leur corruption, cette prétention vis-à-vis du peuple français de vouloir le tirer vers le haut, de lui bourrer le crâne avec ses valeurs soi-disant républicaines, soi-disant universelles, et qui va se déguiser tous les vendredis au Grand Orient pour faire de la philosophie égyptienne, donc et encore une fois avec leurs mœurs vraiment dégénérées, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui est wokisme. Poutine n'a pas affaire à ça en fait quand il arrive au pouvoir. C'est beaucoup plus simple. Il a une bande d'oligarques. Au bout de 6 mois, il les met en garde qu'il va falloir mieux arrêter de faire de la politique et de voler l'argent. La plupart ont compris. Ceux qui n'ont pas compris ont été envoyés en prison ou dépossédés. Et pour le plus grand bien de la Russie. Et donc il n'y a pas cette bourgeoisie prétentieuse, encore une fois. Il y avait ce qu'on appelait les novirousskis, c'est-à-dire les nouveaux riches, ceux qui s'étaient enrichis, profitant de l'anarchie des années 90. Mais contrairement à la bourgeoisie gauchiste française, ils n'ont pas de prétention morale. Ils vont pas, encore une fois, tous les vendredis, se déguiser pour faire de la philosophie égyptienne. Voilà. Donc en fait, il n'y avait pas cette espèce de prétention. Et ce qui fait que la tâche a été beaucoup plus facile pour Vladimir Poutine qu'elle l'a été pour le général de Gaulle, qui avait toutes ces forces nocives, qui avait réussi à s'en sortir alors qu'ils étaient responsables, comme disait le général de Gaulle, de l'attelage de la défaite et de la collaboration. Ils réussissent à s'en sortir en 1944-45, ils arrivent à chasser le général de Gaulle en 46, et finalement, aussitôt le général parti, ils reprennent le pouvoir et nous amènent là où on en est aujourd'hui, au bord de la banqueroute, avec un peuple français fragmenté, et puis ce que Solzhenitsyn décrivait je crois que c'était dans l'archipel du Goulag, la haine de tous contre tous. Voilà. Donc ça c'était. Et ça, encore une fois, Vladimir Poutine n'a pas eu affaire à ça, en fait, à cette vérole, à ce cancer qui a pénétré très profondément dans les institutions françaises et dans la société française. Voilà, en tout cas, merci pour ceux qui m'ont bien souhaité cet anniversaire. Merci à mon ami Xavier, c'est pas Xavier Titelman, qui m'a offert ce polo Poutine Team. Je pense que vous êtes tous jaloux de ne pas l'avoir. Si vous voulez en avoir un comme ça, il va falloir venir en Russie. Je vous y attends. Et donc, voilà, j'ai pris une coupe de champagne comme on me l'avait suggéré sur Twitter. Politico-diplomatique toujours, et en dehors de cet anniversaire de 25 ans, évidemment, l'événement, ça a été les rencontres toujours en Arabie Saoudite, cette fois entre les Américains et les Russes, ça a duré 12 heures. Je pense pas que ce soit terminé extrêmement positivement. Les Russes sont prêts, avec les Américains, à organiser un cessez-le-feu en mer Noire pour faciliter les transits céréaliers. Pour les Russes, ça coûte pas grand-chose, puisque de toute manière, il se passe plus grand-chose en mer Noire. La flotte russe s'est retirée à Novorossiysk, donc beaucoup plus à l'est. De toute manière, l'armée russe n'a jamais eu l'ambition de faire un débarquement sur les côtes ukrainiennes. Ce serait bien trop coûteux en vie humaine, c'est pas réaliste. Et donc les Russes étaient d'accord, mais veulent la levée donc des sanctions sur tout ce qui concerne le transit
agricoles, céréaliers, les engrais, voilà. Ce qu'ils avaient demandé au moment de l'accord céréalier de 2022, qui n'avait évidemment pas été tenu, ni par Kiev, qui l'avait utilisé pour envoyer des drones marins contre la flotte russe, et puis aucune des sanctions finalement n'avait réellement été levée, donc les Russes en étaient sortis en octobre 2022. Là, il y a un accord entre Washington et Moscou, mais c'est les Européens qui n'en veulent pas, donc c'est-à-dire la France, l'Angleterre, d'ailleurs, Starmer a fait une déclaration à ce sujet-là. Bon, de toute manière, c'est surtout cet accord donc de cessez-le-feu bénéficierait surtout à Donald Trump, puisque ce serait une réussite à un moment où il est assez chahuté aux États-Unis, où tout l'État profond se met à l'attaquer, lui et son administration. Pour les Russes, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un geste de bonne volonté. L'autre, donc, cessez-le-feu qui a été confirmé, donc, et qui est effectivement à démarrer le 18 mars, qui n'a absolument pas été respecté par Kiev, eh bien, là aussi été confirmé par la Russie, et le porte-parole du Kremlin, Peskov, a dit que pour l'instant, Vladimir Poutine, malgré le fait que Kiev ne le respecte pas et attaqué à plusieurs reprises des infrastructures énergétiques, eh bien, la Russie continuerait à le respecter. Je pense que ce que veut montrer Vladimir Poutine à Donald Trump, c'est que Zelensky n'est absolument pas fiable pour appliquer quoi que ce soit d'un cessez-le-feu quel qu'il fût. Voilà. Donc, et c'est en train de fonctionner. Et évidemment, pour Donald Trump, c'est une position très inconfortable parce que ça veut dire qu'il n'est pas capable de se faire obéir de Zelensky. Et aujourd'hui, non seulement il doit se faire obéir de Zelensky, mais également d'Emmanuel Macron. Alors, je pense qu'il a quelques moyens de pression sur Macron, c'est ce que je veux dire, et Keir Starmer. Donc, encore une fois, le résultat de ce que je vois là, c'est que l'hypothèse que Kiev accepte un cessez-le-feu et une paix où le régime kievien perde les 5 régions que les Russes veulent est très peu probable. Ce qui reste, c'est les 2 scénarios. Le premier, qui pour moi est le plus vraisemblable, mais encore une fois, je ne vais pas trop m'avancer non plus, c'est que dans un mois et demi, Donald Trump va dire que c'est absolument pas possible de négocier ni avec Macron, ni avec Starmer, ni avec les Européens, ni avec Zelensky, et que les États-Unis se retirent de ce conflit. Je pense que c'est ce que souhaitent les Russes, et ce qui permettra aux Russes d'aller beaucoup plus loin que les 5 régions qu'ils contrôlent déjà, et d'aller jusqu'à Odessa. C'est ce que j'espère. Même si malheureusement il y aura encore la guerre continuera, mais si les Américains se retirent de ce conflit, ça va aller très vite. Voilà. Et l'autre hypothèse, qui serait la pire, ça n'empêcherait pas la Russie de l'emporter et de s'emparer de toute la Nouvelle-Russie, mais c'est que finalement Donald Trump revienne à ce que faisait Joe Biden. Bon, ça, ce serait le scénario qui ferait qu'au lieu de s'arrêter en 2025, eh bien, la guerre serait prolongée jusqu'en 2026, à mon avis. Voilà un peu ce qui ressort de ces négociations. En ce qui concerne les bombardements américains qui continuent contre les Houthis et du soutien à la politique d'épuration ethnique de la bande de Gaza par l'administration de Trump, je vous renvoie aux analyses de Youssef Indy dans sa chronique. Je crois que tout y est. Je pense que oui, malheureusement, Donald Trump est en train de se faire piéger par les néocons et le lobby sioniste qui fait également partie du Parti républicain, qui est très fort aux États-Unis, et qu'il commet une erreur en bombardant les Houthis, surtout que ça n'aboutira pas à une opération terrestre, comme je l'avais expliqué il y a une semaine. Donc finalement, il va se prendre une défaite militaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction de J.D. Vance, puisqu'on a eu des informations qui ont filtré, encore une fois, indiscrétion ou provocation de cette discussion sur messagerie qui a été publiée. C'est que J.D. Vance me paraît être le plus réaliste de l'équipe. Et surtout, cette administration en a assez, visiblement, de l'Europe, d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer ou de Friedrich Merz. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ce que ça a donné. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit la dernière fois, comme les bombardements contre la Syrie de Bachar el-Assad en avril 2018, qui finalement, ça a été la suite et fin de l'implication américaine, et après, on n'en a plus entendu parler. Ça peut être ça aussi, et de laisser Israël se débrouiller avec les problèmes que Benjamin Netanyahou a lui-même créé. Et d'ailleurs, après tout, la solution, ça pourrait être aussi le remplacement de Benjamin Netanyahou par des gens plus modérés. D'ailleurs, il y a des manifestations contre lui. Il faut le rappeler, Netanyahou ne fait pas l'unanimité en Israël, et il est exactement dans la même situation que Zelensky, c'est-à-dire qu'il doit faire la guerre pour ne pas finir en prison.
Empire du mensonge maintenant, et nous avons 2 gamelins cette semaine. Donc ils ont été comparés aux 2 petits vieux du Muppet Show. C'est le général Dourakovlev et le colonel Goya qui nous ont offert ce moment de dépression extraordinaire sur LCI. Comment est-ce que vous appelez ce qui se passe entre les Russes et les Américains ? On ne sait même pas comment nommer ce qui se passe, parce que c'est plus que de la détente. Ils sont en train de s'entendre, en y pactiser. Certains disent même de s'allier. Est-ce que c'est possible ? Vous avez raison, c'est innommable. C'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas des Américains. On est dans l'innommable et il n'y a pas de nom pour ça. Pactiser, oui, c'est peut-être le bon terme, un pacte, qui ressemble effectivement, alors là on revient toujours à la comparaison avec les années 30, mais le pacte germano-soviétique en 1939, il surprend tout le monde. J'ai même cru à un moment que le général Dourakovlev allait nous dire qu'il était dégoûté, comme disent les jeunes. Donc là, dans le processus de deuil qui concerne la défaite ukrainienne, eh bien, on est passé de la colère à l'abattement. Et normalement après il y a la résignation, mais je pense que ça va encore prendre du temps et que ces 2 guignols n'ont pas fini de nous faire rire. Voilà, donc nous avons les gamelins Muppet Show, gamelins fragiles, gamelins dégoûtés, ce qui sont le général Dourakovlev et le colonel Goya. Et tout de suite le moment bunker. Alors le moment bunker cette semaine, eh bien nous le devons à Emmanuel Macron qui nous a expliquer ça. Car la première garantie de sécurité pour l'Ukraine de demain, une fois la paix signée, ce sera d'avoir un format d'armée crédible qui permette de dissuader toute nouvelle agression et de résister éventuellement à de nouvelles attaques de l'armée russe. Et nous aurons l'occasion de revenir en détail demain sur ce volet. Le 4e élément, ce seront les forces de garantie dans le cadre d'un accord de paix, non pas sur la ligne de front, mais en 2e rideau, comme une réserve stratégique, si l'on peut dire, pour aider à dissuader toute nouvelle agression russe, là aussi. Les travaux des chefs d'état-major ces dernières semaines ont permis de progresser sur la planification de propositions d'options solides. Donc, pour qu'il s'imagine encore que les Russes vont lui laisser organiser une armée qui pourrait menacer la Russie en Ukraine, c'est qu'il n'a vraiment rien compris et qu'il vit dans son monde parallèle. Et donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on écoute son discours, il a demandé à l'état-major de se réunir pour organiser des réunions et mettre en place un projet qui va être proposé pour que les acteurs européens, blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, effectivement, on est dans un monde parallèle, qui est celui des élites gauchistes françaises, qui croient encore réellement que Kiev va décider de quoi que ce soit dans les négociations, que Paris, que Berlin, que Londres vont décider de quoi que ce soit dans le sort final de ce qui restera de l'Ukraine. Non, ça va se décider soit entre Washington et Moscou, ce sera dans le meilleur des cas pour l'Ukraine, soit uniquement par Moscou, et dans ce cas, eh bien, il ne restera plus grand-chose de l'Ukraine. Terrorisme maintenant, on a eu un article très intéressant dans The Times qui fait la même constatation que j'ai faite déjà sur le fait que l'Ukraine, une fois la guerre terminée, va devenir une île du diable du terrorisme, du grand banditisme pour l'Europe. Et notamment en raison de la circulation des armes, du trafic d'armes, etc., etc. Et lorsque les frontières ukrainiennes vont s'ouvrir, si jamais elles s'ouvrent brutalement, vous allez avoir encore une fois ces hommes dont certains ont fait la guerre, dont certains il en manque 1 ou 2 cases parce que c'est traumatisant, évidemment c'est une expérience traumatisante, ils vont déferler en Europe, se croire tout permis parce qu'en fait ils ont fait la guerre pour l'Europe de l'Ouest et ils l'ont perdue, alors que encore une fois, Zelensky, en avril, avait décidé de se rendre. En mars-avril, avait décidé de se rendre. Donc, effectivement, c'est intéressant de voir que maintenant, dans la grande presse américaine, c'est déjà un sujet abordé. Et ce sera intéressant de voir à quel moment les médias de grand chemin français vont commencer à aborder ce sujet crucial. Armement maintenant, Emmanuel Macron a annoncé 2 milliards de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine. Alors, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il a décrit lui-même, donc il y a quelques missiles qui valent quelque chose, comme les missiles Mika, comme les missiles Mistral. Après, il livre 10 000 ans philo-guidés. Quand les Russes, je me souviens que les Russes en avaient capturé quelques-uns au début du conflit, ça les avait bien fait rigoler, puisque les Russes et les Ukrainiens sont déjà passés en missiles anti-chars, ils sont déjà passés en
missile à guidage laser. Ça fait déjà un bout de temps et nous on leur livre nos Milan. Bon, enfin bref, pourquoi pas. Et puis bien sûr le véhicule de transport d'infanterie le plus pourri de la planète, le VAB, qui est déjà en train que normalement on donne gratuitement aux pays d'Afrique, et là qui vont être donnés et facturés sans doute, parce qu'en fait sur les 2 milliards, ce sera intéressant de voir le détail. À combien est-ce qu'ils estiment les VAB tout pourris qu'ils vont donner à l'Ukraine. Et pareil pour les MX-10RC qui sont pas du tout faits pour le champ de bataille ukrainien, parce qu'ils sont à roues, parce qu'ils sont pas protégés, parce que le 105 mm c'est bien en Afrique, ça marchera pas. Et encore maintenant, à mon avis, ça marcherait beaucoup moins bien qu'avant avec la multiplication des drones, et ça marchera pas contre les Russes. Voilà. Donc il y a encore une fois, c'est, je pense, une déclaration. Je pense qu'il y en a pour beaucoup moins de 2 milliards. De toute manière, on n'a pas d'argent à donner à l'Ukraine. La France est au bord de la faillite. Voilà. Et donc Macron fait du vent. Macron pense qu'il a agi une fois qu'il a parlé, mais ce n'est pas le cas. Donc pas trop d'inquiétude à avoir du côté russe. D'ailleurs, je pense que toutes ces déclarations sont prises plutôt à la rigolade par les autorités russes et les militaires russes. Armement toujours, et l'on estime souvent, et on entend dans la presse, notamment française, que l'armée polonaise est la première armée d'Europe. Donc, alors en fait, c'est la plus grosse armée de terre d'Europe, parce que il y a quasiment pas de marine, et puis il y a une flotte d'avions assez limitée. Sinon, l'armée française est plus grande, mais son armée de terre est plus petite. Donc, effectivement, c'est la plus grosse armée de terre. N'empêche que, d'après ce qu'a dit le général Dariusz Lukowski, eh bien, en cas de conflit, l'armée polonaise disposera suffisamment de munitions pour 1 à 2 semaines. Donc voilà, l'armée polonaise ne pourrait rien faire contre l'armée russe, finalement, à peu près dans le même état qu'en 1939, ce qui ne remet pas en cause, et encore une fois, et j'en ai parlé avec des anciens militaires d'Allemagne de l'Est, j'en ai parlé avec des militaires russes, ils ont en haute estime le soldat polonais. Et l'officier polonais. Il n'y a pas du tout de mépris, ce mépris d'ailleurs qu'on voit chez les gamins de plateau vis-à-vis des soldats russes. Les Russes sont très respectueux vis-à-vis des autres armées, et notamment de l'armée polonaise. Ça n'empêche que elle n'est pas de taille face à l'armée russe, et que effectivement, si les Russes voulaient vraiment, mais pourquoi faire envahir la Pologne, ils le pourraient. Les pays baltes, n'en parlons, n'aiment pas, mais pourquoi envahir le tiers-monde blanc pour payer à la place de la France et de l'Allemagne la croissance de l'économie polonaise? Évidemment non, pour reconstruire une centrale nucléaire en Lituanie alors qu'elle a été fermée en 2009 par l'Union européenne. Non, les Russes considèrent qu'ils ont déjà suffisamment donné de l'énergie pas chère, voire gratuite, pendant toute la période soviétique, non seulement aux républiques socialistes soviétiques, mais aux États membres du Comecon, dont la Pologne. Voilà. Donc tout ça est terminé. Considération militaire générale maintenant, je voulais juste souligner que le président Petr Pavel, donc qui est le président tchèque, qui est un atlantiste néoconservateur, un ancien général de l'OTAN, a fait une déclaration intéressante dans laquelle il a dit que l'offensive ukrainienne, vous vous souvenez, l'offensive magique de l'été 2023, était une erreur et n'avait aucune chance de réussir. Ce que nous avions dit à l'époque, avant qu'elle commence, on avait dit si les Ukrainiens si l'OTAN veut lancer son offensive, ils doivent résoudre le problème de la faible puissance de feu, de la faible DCA, donc lutte antiaérienne, et de la domination aérienne russe. Ces 3 éléments n'ont pas été pris en compte, sans compter que une partie des forces qui devaient être prises pour lancer donc cette contre-offensive a été détruite par Wagner dans les combats autour de Bakhmout. Donc voilà, tout ça on l'avait analysé, c'était une évidence, et même si d'ailleurs à l'époque le ministre de la Défense américain avait dit, Lloyd Austin, que les Américains avaient donné tout ce qu'il fallait pour réussir l'offensive, pareil pour le général Mattis. Voilà, évidemment que l'armée ukrainienne n'avait aucune chance, mais l'idée, souvenez-vous, c'était que quand les Russes allaient voir arriver les Léopard 2 et les Abrams et les Challenger, ils allaient partir en courant. Il fallait quand même y penser à ça. C'est ce qu'on entendait d'ailleurs sur les plateaux de télé de nos gamelins préférés. Eh ben non. Et donc en fait, le constat est fait. Cette fois, c'est pas par Stratpol ou par Sylvain Ferreira, mais c'est fait par le président Petr Pavel. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Avant de commencer, erratum par rapport à la dernière fois, j'avais dit que sur l'aéroport d'Engels, en fait, c'était des carburants qui avaient été touchés. C'était vraisemblablement également la raffinerie qui est dans le coin, mais en fait, les images ont prouvé que c'était également des dépôts de munitions. Donc voilà, correction. Les frappes dans la profondeur ont continué, beaucoup de frappes sur les villes ukrainiennes, sur des objectifs, des états-majors, production de drones
production de matériel militaire, mais on va dire la routine. Sur le front, en revanche, les choses ont pas mal bougé, toujours en faveur de la Russie. Donc on va commencer par le front de Soumy désormais, puisque Soudja a été libéré. D'ailleurs, les Russes se sont emparés du point de passage frontalier qui avait été pris par les Ukrainiens en août 2024. Et comme on le voit, ils avancent désormais dans la région de Soumy, visiblement pour créer cette zone tampon que Vladimir Poutine a demandé. Il y reste plus que donc cette petite partie-là, donc c'est la localité d'Olechnia, mais qui devrait tomber vraisemblablement d'ici la semaine prochaine. Les combats aussi continuent du côté de Gouyevo. Et là aussi, on s'attend à une libération prochaine et à une progression de l'armée russe au nord de la région de Soumy. Plus au sud, la brigade Azov, donc qui est la 3e brigade, je crois, a réussi à reprendre cette localité-là de Nadiejda. Et pourquoi j'en parle, parce qu'en fait, Azov, qui est censé être une brigade d'élite, est envoyé dans des endroits où il se passe pas grand-chose, en fait. Et donc, comme je l'avais expliqué, le but, évidemment, c'est de la préserver, parce que déjà, les Azovtsés ne veulent pas mourir. On l'a vu à Avdiivka, ils se sont enfuis au bout de 24 heures. Et donc, on les envoie à grand renfort de vidéos, de communication, s'emparer d'un village qui, finalement, n'a pas vraiment d'importance dans le dispositif. En tout cas, on va voir si vraiment ils veulent contre-attaquer, parce que là, eux, les Russes, avancent largement du côté ouest de la rivière Jerebets et sont sur le point de s'emparer de Katerinovka à cet endroit-là. Donc la progression des Russes dans cette direction continue et met en danger, évidemment, la ville de Krasny Liman, qui est une localité clé pour lancer l'assaut sur Slaviansk. Les Russes avancent également en direction de Yampol. Certains renseignements affirment que les troupes pourraient largement avancer, mais c'est pas confirmé, donc pour l'instant je ne touche pas à la ligne de front. Plus au sud de la ville de Toretsk, les Russes continuent à avancer, se sont emparés de ces deux localités-là, Panteleimonovka, Alexandropol, ici, comme on le voit. Le but, c'est de refermer ce saillant à cet endroit-là, où se trouvent encore des troupes ukrainiennes, dans la perspective également de lancer l'offensive sur Konstantinovka à partir de Tchassov-Yar et de Toretsk. Du côté de Pakrovsk, toutes les contre-offensives qui avaient été lancées par le général Drapaté, donc soi-disant le meilleur général ukrainien, ont fait long feu face au général Mordvitchev, et donc le contrôle complet a été repris sur Shevchenko, et les Russes sont en train petit à petit de reprendre leur progression vers Udachne et vers Kotlino. Et là aussi où c'est le plus impressionnant, c'est la progression vers la région de Dniepopetrovsk, dans la direction de Novopavlovka. C'est pour ça que j'avais mis une petite punaise. Comme on le voit, là, les Russes ont franchi l'ultime ligne de défense. Il n'y a donc plus rien entre la ligne de front et la frontière de Dniepopetrovsk, normalement, qui devrait être franchie dans les semaines, voire les jours qui viennent. Les Russes ont bien avancé également au nord de Velikaya Novoselka et ont réussi un semi-encerclement de la localité de Vesele et ont pris, a priori, Volnepole à cet endroit-là. Donc là aussi, on est vraiment pas loin de la frontière de la région de Dniepopetrovsk. Voilà, je supprime la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 27 mars 2025. Voilà, c'est tout.